Mesdames et messieurs, nous allons aborder dans cette table ronde les robots et drones du futur. Justement, et la question est, jusqu'où descendront-ils? C'est animé par Rémi Marion qui est avec nous et je vais convier maintenant, sans plus attendre, à nous rejoindre Jean-Louis Levé, conseiller spécial jusqu'en 2021 du secrétariat général de la mer et responsable de la mission stratégie nationale et d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins. Guillaume Thiebaud, directeur système, plateforme, technologie et essai Naval Group. Vous pouvez monter à chaque fois si vous voulez. Pascal Belly-Dubois, professeur, voilà, directeur de l'EPN 8, CNAM Intec-Mer, voilà, il y a du monde. Yann Optebecker, responsable de l'unité système sous-marin en direction de la flotte océanographique Ifremer et qui est en visio avec à ses côtés Alain Fidani de ECA Group. Applaudissements pour eux s'il vous plaît. C'est parti. Allez-y, prenez place. Et Pierre-Marie aussi, et Pierre-Marie, on n'oublie pas Pierre-Marie avec nous aussi. Et en visio, Yann, à distance depuis Toulon. Voilà, eh bien on va s'installer. Merci à vous tous d'être là. Merci à Yann et Alain qui sont à Toulon. Vous nous recevez bien? Parfaitement. Bon, est-ce que vous nous entendez bien? Très bien, merci beaucoup. Donc Pierre-Marie et Alicia ont déjà un petit peu lancé le propos des abysses. Et c'est important d'en parler ici. Et puis c'est vrai que c'est une région aussi du monde, hein, quelque part, qui nous échappe un peu, voire même beaucoup. Et donc, on va évoquer sous les différents aspects, justement, de l'étude, peut-être de l'exploitation même de ces régions. Et donc là, j'ai la chance d'être encadré de tout un tas de spécialistes. Et donc, on va commencer... oui, il faut prendre chacun un micro, c'est mieux. Il y en a un autre, Daniel, à droite, là. Voilà. Il ne faut pas toucher l'antenne aussi en bas, on m'a dit que c'était important. Voilà. Juste la première question pour Jean-Louis Levé qui est avec nous. Vous êtes rapporteur d'un grand dossier sur la stratégie de la France au niveau de l'exploitation ou de l'exploration des grands fonds. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un petit peu la place de la France justement dans les grands fonds? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici. La plupart des présidents de la République, depuis pas mal de décennies, nous disent avec raison que la France a la deuxième zone économique exclusive. Le problème, c'est que depuis 30 ans, on n'a jamais été capable de produire un projet global pour l'océan. On a évidemment des atouts considérables dans le domaine de la recherche, bien sûr, avec l'Ifremer, l'Institut de recherche-développement, les industriels, les pôles de compétitivité de Bretagne, de Méditerranée, des écoles, des formations de très haut niveau, le cluster maritime français aussi, qui regroupe de nombreuses start-up, de PME qui se développent dans ce domaine. On a la chance aussi, dans notre zone économique exclusive, d'avoir des faciès géologiques extrêmement différents, puisque les différentes roches, ressources minérales que vous évoquiez tout à l'heure, nous les trouvons partout, autour de la Polynésie française, avec plutôt du cobalt, en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres régions. Donc nous avons des atouts importants. Nous commençons à essayer de les valoriser collectivement, mais ce qui est important pour construire un projet global sur l'océan, c'est de créer une dynamique collective entre tous les acteurs de la recherche, de l'industrie, des territoires, des associations, et puis évidemment des populations. C'est pour ça que je suis très content qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui, parce que sans gouvernance participative, sans le fait que tout le monde adhère à cette idée fondamentale qui consiste, on va peut-être revenir après, à concilier à la fois préservation des océans qu'on détruit beaucoup et développement humain. On ne peut pas être uniquement dans le tout préservation en laissant de côté les êtres humains ou dans le tout exploitation qui évidemment est dans une logique prédatrice. Tout l'enjeu, c'est d'équilibrer les deux. Et je pense que la France, avec l'Union européenne, nous avons précisément une approche humaniste qui consiste à se dire comment trouver un équilibre entre préservation et développement humain. Et nous avons les atouts de recherche industrielle, d'école, pour travailler aussi avec des partenaires européens et dans la zone Pacifique. Comment, dans le cadre de ma mission qui m'avait été confiée par le Premier ministre, qui consistait à définir une stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des grands fonds marins, moi qui ne connaissais strictement rien au sujet, et tout ce que je sais aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai appris en rencontrant les très nombreuses personnes et en travaillant avec elles, en fait, c'est que nous avons aujourd'hui une bonne réputation dans les pays qui s'intéressent à l'exploration des fonds marins. Nous avons d'abord un avis positif. On nous considère comme un partenaire crédible dans les coopérations internationales. On est sérieux, on fait le job, on coopère. On ne tire pas la couverture à nous. Deuxième atout, on nous perçoit comme un pays qui intègre bien
les enjeux environnementaux, on va y revenir. Et on y travaille depuis de nombreuses années. L'IFREMER, évidemment, joue un rôle important dans ce domaine, sans oublier les très nombreux laboratoires du CNRS et que nous pouvons avoir dans de nombreux territoires. Et le troisième enjeu, eh bien, c'est que nous avons cette capacité, jusqu'à maintenant, à essayer de créer cette dynamique collective et d'avoir des outils, des leviers comme l'IFREMER qui ont aussi une très bonne réputation. Voilà. Donc on a des atouts, on a une stratégie, on a des moyens, on a des femmes, on a des hommes. Il faut ensuite être capable de les mettre en œuvre. Et ça, c'est la question de la gouvernance et de la capacité de la France, dans sa globalité, à mettre en œuvre des processus qui permettent ensuite d'avancer et de mettre en œuvre les priorités des projets qu'on a décidés. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera peut-être plus tard. Tout à fait. Donc évidemment, pour aborder les grands fonds, tout à l'heure, Pierre-Marie nous a dit que les grands fonds, ça commençait à partir de 200 mètres de profondeur. Moi, je voudrais poser la question à Guillaume Thiebaud, qui représente Naval Group. Ici, à Cherbourg, on construit des sous-marins avec des hommes dedans, des femmes. Quelles sont les contraintes de descendre dans les grandes profondeurs, alors habitées ou pas, parce que vous ne travaillez pas simplement sur des sous-marins, mais aussi sur des drones. Quelles sont les contraintes techniques ? Oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Thiebaud, effectivement, je suis ingénieur spécialiste des sous-marins. Naval Group, une entreprise industrielle effectivement qui a conçu plus de 100 sous-marins qui ont été fabriqués ici même à Cherbourg. Aujourd'hui, ce sont 5000 hommes et femmes qui viennent chaque jour sur le site avec cette passion du métier, parce qu'aujourd'hui, Naval Group, son ADN, comme le nom le porte, son ADN, c'est vraiment la mer et les espaces maritimes et leur préservation. Donc effectivement, la mer est profonde, et donc avec tous ces niveaux de profondeur, on a évidemment des contraintes qui évoluent drastiquement en fonction de l'immersion. Et donc, à l'image de ce qu'on peut voir dans la nature en fait, finalement, on peut faire un peu de biomimétisme, dans le sens où, quand on est proche de la surface, on a des poissons, par exemple, qui utilisent des vessies natatoires, qui utilisent des gaz emprisonnés pour pouvoir descendre ou évoluer en 3 dimensions. Quand on est dans des profondeurs beaucoup plus importantes, évidemment, cela devient complètement impossible. Il faut imaginer, en fait, qu'au fond de la fosse des Mariannes, quand on est au fond de la fosse des Mariannes, c'est l'équivalent de plusieurs centaines d'éléphants qui sont sur vous, sur une surface de l'ordre de 1 mètre carré. Il faut imaginer 2000 éléphants qui sont entassés les uns au-dessus des autres pour se représenter un peu la pression qui est exercée. Donc 2000 éléphants, 6 km de haut sur une surface de 1 mètre carré. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui de ce qu'on a au fond des océans. Aujourd'hui, les sous-marins que l'on construit, pour la plupart, et notamment les sous-marins militaires, à la demande de nos clients, sont des sous-marins qui sont construits pour durer, pour rester longtemps en immersion. Donc on a des contraintes qui sont totalement différentes, et donc on évolue plutôt dans la bande au-dessus entre 0 et 1000 mètres, avec des sous-marins qui effectivement doivent durer, avec des aciers spécifiques qui doivent rester et être en capacité de remonter à la surface, de revenir en immersion. Voilà, donc aujourd'hui, cette immersion dans les grands fonds, c'est vraiment un domaine d'exception. Et aujourd'hui, la flotte océanographique française, comme on a pu le dire, est extrêmement riche de moyens. La France est un des seuls pays, est le seul pays européen aujourd'hui en capacité de plonger à plus de 6000 mètres de profondeur. Pour se rendre compte un peu de la difficulté aussi que ça représente, donner quelques chiffres. Aujourd'hui, sur la surface de la Lune, ce sont 11 astronautes qui sont allés. Sur le fond des océans, donc au fond de la fosse des Mariannes, à plus de 10 000 mètres, il y a uniquement 7 personnes qui y sont allées. Ça donne une bonne idée, effectivement. Un autre exemple, un peu dans le même esprit, des pays en capacité de fabriquer des sous-marins nucléaires comme ceux qu'on fabrique ici même à Cherbourg, il y en a 5. On les compte sur le doigt d'une main. Des pays en capacité d'envoyer des satellites dans l'espace, il y en a 11, on les compte sur plus que les doigts de 2 mains. Donc voilà, ça permet de se rendre compte effectivement que là on est vraiment sur un domaine d'exception et des contraintes particulièrement importantes, et pour lesquelles on a besoin de vrais industriels dont c'est le métier et qui connaissent particulièrement bien ces fonds marins. Très bon enchaînement, Guillaume. Eh bien, on va prendre contact avec Yann Obderbeck qui est avec nous et Alain Fidani qui représente donc ECA Group. Donc vous êtes tous les deux devant le dernier né, je dirais, des submersibles de l'IFREMER, Ulix, qui vient de passer 2 mois de test. Est-ce que vous pouvez nous présenter le Ulix et ses possibilités justement? Vous êtes juste devant, là il a plus son carter jaune d'ailleurs qu'on a bien vu dans le film. Là il est ouvert.
et on a la chance de l'avoir en direct depuis Toulon. Voilà, à vous Yann. Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous n'avons pas pu nous déplacer, donc merci beaucoup de nous entendre à distance. Nous sommes devant Ulix qui effectivement est rentré sur sa première épreuve de feu en conditions réelles sur une compagnie scientifique pendant 6 semaines au milieu de l'Atlantique. Et maintenant, il est démonté en partie parce qu'après une expédition de ce type-là, il faut de la maintenance et il faut réviser beaucoup de choses avant de pouvoir répartir. Donc c'est un petit peu comme une Formule 1 il faut des essais, il faut certainement aussi passer par des difficultés pour progresser et il faut des moyens navals et c'est une raison pourquoi donc les engins sous-marins sont intégrés à part entière dans la flotte océanographique. Donc Ulix, on va dire, représente un axe majeur de nos travaux d'ingénierie et de recherche, ce qui est donc l'axe de l'autonomie. On cherche à développer des robots de plus en plus capables pour explorer les fonds, de collecter des données, de cartographier des zones étendues avec une autonomie non seulement énergétique et sécuritaire, mais aussi décisionnelle, c'est-à-dire aider les scientifiques à produire, à remonter les données qui font progresser la recherche. Sur un deuxième axe, à un moment donné, il faut intervenir. On a vu dans le magnifique film de M. Marion, les manipulateurs, les bras qui permettent de collecter des coraux, des échantillons, également des différents types de prélèvements, des sondes pour faire des mesures extrêmement localisées. Et donc là, on est dans le domaine de l'interaction. C'est l'humain qui fait l'interaction avec des robots téléopérés. Donc on a là un enjeu d'assistance, de perception, d'ergonomie pour faire de la téléopération. Et ici, nous avons Ulix, donc, qui est le fleuron des robots autonomes. Ulix est un engin 10 000 mètres. Oui. Oui, j'aimerais que ce soit Monsieur Alain Fidani, peut-être, qui est du groupe ECA, qui est, je crois, les concepteurs sur la base du cahier des charges que vous avez pu lui donner, qui nous présente son bébé quand même. Ah ben parfaitement, Alain. Oui, donc merci. Yann, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Fidani, je suis le directeur innovation et partenariat de la société ECA. Alors, juste en quelques mots rapidement, ECA Group, c'est une société basée à Toulon, société varoise, qui est mondialement reconnue aujourd'hui pour le développement de systèmes performants et fiables qui opèrent dans des milieux difficiles, voire dangereux. L'idée, en fait, l'objectif, c'est en fait de sécuriser les interventions et de tenir à l'écart finalement les vies humaines du danger. Et en particulier, une grande spécialité d'ECA, c'est la robotique sous-marine. Et nous avons eu effectivement dans notre histoire pratiquement 40 ans avec l'IFREMER de nombreuses collaborations. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers finalement d'avoir fourni en fait à l'IFREMER et à la flotte océanographique française les 2 drones 6000 mètres qui aujourd'hui sont opérés par cette flotte. On en a vu un, même les deux en fait, dans le film, à savoir le ROV Victor 6000 mètres et aujourd'hui effectivement l'Ulix 6000 mètres devant lequel nous nous trouvons. Alors effectivement, c'est le fruit d'une collaboration avec les équipes de Yann sur la base d'un cahier des charges effectivement exigeant. Mais nous, ce qui effectivement nous plaît et qui nous anime, c'est à chaque fois effectivement qu'on travaille avec les équipes de Yann et de l'IFREMER, c'est les challenges et les défis que l'on doit relever. Défis technologiques, bien sûr. On a effectivement évoqué ces contraintes énormes, finalement, sur lesquelles effectivement on doit construire nos systèmes résistants à la pression, à la corrosion, des besoins d'autonomie, aussi bien autonomie en termes d'intelligence embarquée que autonomie énergétique, capacité de navigation pendant des heures, localisation de ces engins. Donc voilà, c'est vraiment un concentré de technologie, une formidable vitrine, et nous sommes très fiers à chaque fois d'y être associés. Voilà. Ce que effectivement on dégage également de la relation très riche avec l'IFREMER, c'est aussi le retour opérationnel. Yann a effectivement exprimé la première mission cet été de l'Ulix, par plus de 5000 mètres de fond, je crois. Et pour nous, à chaque fois, ce sont autant d'enseignements que l'on retire finalement de ces campagnes et que l'on peut réinjecter ensuite au sein de nos engins, que ce soit pour l'Ulix ou les engins de l'IFREMER, mais également pour nos propres gammes d'engins que nous vendons également sur d'autres marchés.
Merci Alain. Juste un petit rappel, hein, donc c'est l'un des premiers drones de profondeur qui n'est pas philo-guidé. Hein. Donc ça c'est aussi très important, qui est complètement autonome. Et ça c'est vraiment une grande nouveauté. Maintenant je voudrais poser la question à Pierre-Marie Saradin, qui lui est un des utilisateurs en fait de ces drones sous-marins et tous ces équipements sous-marins. Est-ce que tu peux nous évoquer entre autres le cas de ce que tu peux faire depuis 2010 sur les fumeurs noirs aux Açores? Est-ce que ça t'a permis de découvrir, en particulier au niveau de la biodiversité? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, l'océan, c'est quelque chose qui varie en 4 dimensions. Et la 4e dimension, c'est le temps. Des engins comme Victor, 6000, comme le Nautil, comme Ulix vont nous donner la dimension spatiale, la dimension visuelle, mais par contre, on n'aura pas du tout accès à la dimension temporelle. Donc ces engins vont nous permettre d'explorer, de revenir sur zone régulièrement, mais par contre, on va manquer la 4e dimension, qui est la dimension temporelle, et on développe de plus en plus ce qu'on appelle les observatoires fonds de mer. On va déployer des nouveaux engins. Donc, c'est complémentaire, tout ça, c'est complémentaire dans le projet, quoi. Exactement. Il faut vraiment avoir accès à toutes ces dimensions et qui vont nous permettre d'avoir accès à cette variabilité temporelle. Alors ces engins, en plus, Victor 6000, le Nautil par exemple, vont nous permettre également de déployer, non seulement de prendre des échantillons biologiques, de roches, microbiologiques, etc. Mais ils vont également nous permettre de déployer les stations de fond, de déployer des capteurs très très pointus dans des orifices de cheminée qui font quelques centimètres de diamètre, donc avec une précision sur la manipulation très très importante. Et c'est à partir de tous ces échantillons qu'on va comprendre justement comment fonctionnent ces écosystèmes. Et justement, toi, dans les fumeurs noirs, tu as trouvé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vie, en fait, dans un endroit que l'on ne soupçonnait pas, en fait. Alors, il y a énormément de vie. Et mes collègues microbiologiques travaillent notamment sur les micro-organismes, les archées hyperthermophiles, donc des organismes qui vont non pas survivre, mais vivre, se développer et être en très très bonne santé à 110 degrés. Actuellement, la limite de la vie qui a été mesuré, alors c'est des Japonais qui ont fait cette découverte, je crois que c'est 122 degrés. Donc un micro-organisme qui se développe à 122 degrés. Après, on a d'autres, il y a des milieux encore plus extrêmes. On a découvert alors c'est pas des micro-organismes, c'est des traces d'ARN, c'est-à-dire du vivant, dans des carottes de sédiments à plus de 1600 mètres de profondeur. Ouais. Donc on a encore, là on développe des outils, on développe des drones pour aller dans l'océan, mais derrière il faut aller encore plus loin dans ce qu'on appelle la biosphère de subsurface. Et bien justement, moi j'ai une question pour Yann, et en même temps je pense que Guillaume voulait y répondre aussi. Il y a une espèce pas de conflit, je dirais, mais même au sein d'Ifremer, je dirais, il y a 2 écoles. Une qui veut conserver le Nautil en activité parce qu'on se dit que l'œil humain et la main humaine qui va au fond, c'est aussi intéressant. Et puis aussi des gens qui veulent complètement se dire on n'a plus besoin d'envoyer des hommes dans le fond, et bien les engins autonomes suffiront. C'est intéressant, je pense, justement, d'avoir cette espèce de conflit entre les 2 écoles. Effectivement, nous sommes fiers d'utiliser le Nautil qui permet de descendre à 3 personnes jusqu'à 6000 mètres de profondeur. En même temps, les sciences évoluent dans leurs besoins et on est passé d'une époque de découverte vers une science de plus en plus quantitative. Les exemples que cite Pierre-Marie le montrent. On est dans l'observation quantitative, dans la cartographie 4D. Et donc, les robots, aujourd'hui, sont de véritables laboratoires immergés. Et le Nautil a toujours son rôle aujourd'hui. Il approche ses 40 ans de service. Donc, c'est des cycles de vie extrêmement longs. On est à plus de 2000 plongées pour le Nautil. Et naturellement, il faut s'interroger sur la suite. Est-ce qu'on veut reproduire, recontinuer à utiliser des engins habités? Est-ce que les robots seuls peuvent suffire? Moi, j'apporte plutôt des outils et peut-être des technologies qui permettent de répondre ou de trancher sur cette question ou de la traiter autrement. Par exemple, nous travaillons énormément sur la perception 3D des fonds marins afin de remplacer la vision directe que permettent d'avoir les engins habités. Justement, Guillaume, donc, vous aviez faire progresser les robots pour qu'ils se rapprochent de plus en plus de la présence humaine directe. Vous aviez peut-être une autre vision des choses, vous qui envoyez des hommes et des femmes à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Vous pensez que c'est assez indispensable d'envoyer aussi des gens? Nous sommes effectivement persuadés
persuadé que les besoins sont divers, sont multiples, sont variés. Et d'ailleurs, on le voit actuellement au sein même de l'État français. On a il y a un état-major des grands fonds qui s'est créé dans la Marine nationale cette année même. Preuve en est de cette prise de conscience de l'importance des grands fonds marins. Et de la même manière, nous investissons effectivement à la fois évidemment sur des sous-marins habités, comme on a pu voir avec les grandes différences par rapport à ces systèmes dronisés ou robotisés. Et donc nous investissons également, actuellement, nous avons décidé de mettre 150 millions d'euros dans un centre d'excellence technique sur les drones et les systèmes autonomes dans le sud de la France, à Lallons-de-les-Morts, à côté de Toulon. Donc ce site exceptionnel donc, abritera voilà, tout un centre de recherche et de développement. Ce que nous croyons au final, c'est qu'en fait il ne faut pas opposer ces différents systèmes, on a besoin vraisemblablement des deux. Comme on peut l'imaginer par exemple, avec un drone on peut prendre des photos, prendre des films, mais prendre des photos et des films, c'est comme évoluer dans une forêt ou dans une ville à partir de photos ou de films, c'est évidemment très différent de ce que quand vous êtes avec votre vision directe. Donc évidemment on a besoin en fait de ces outils qui sont fondamentalement complémentaires et c'est pourquoi nous réfléchissons notamment et nous avons dans nos projets des sous-marins habités porte-drones qui permettent également de démultiplier la capacité d'action à l'image d'ailleurs de ce qu'on fait avec ECA. Nous travaillons sur un bâtiment par exemple de surface, un bâtiment de guerre des mines au profit d'un de nos clients étrangers, la Belgique, pour lesquels nous développons un bâtiment de surface qui abrite en fait de multiples drones capables d'opérer dans les milieux sous-marins. Justement, on va pouvoir rebondir avec Pascal Bailly-Dubois, donc qui est en charge des formations aussi avec Intermer, excusez-moi. Justement, tout ça, ça évolue très très vite. On a vu dans le film qu'il y avait le Drix qui est juste avec Alain et Yann actuellement. On a vu aussi le Drix qui est en surface, donc cet engin rouge que vous avez vu dans le film. Tout ça, ça évolue très très vite. Et vous qui formez justement tous les techniciens qui vont pouvoir intervenir, eh bien, c'est aussi toujours un challenge aussi. Oui, donc... effectivement, d'abord, on a montré énormément d'instruments, de choses qui permettent d'aller au fond du milieu marin, des bateaux, des engins extrêmement techniques. Et ces engins techniques décident des personnes qui sont capables de faire fonctionner ces engins techniques. Donc j'ai l'habitude de dire que la France n'est pas vraiment un pays de marins. Néanmoins, il y a des vocations. Marin, alors on peut comparer avec d'autres, mais c'est vrai que quand on parle de la mer, on a une vision, la plage, le bord de mer. Par contre, aller sur des bateaux comme ça, manier des instruments comme ça, ça demande des compétences vraiment très spécifiques. Donc, effectivement, il y a des instruments, je dirais chaque année, il y a de nouveaux instruments qui arrivent. Et donc, il faut s'adapter en permanence. Depuis le début de ma carrière, les instruments que je vois maintenant, on ne les imaginait même pas il y a 30 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue en domaine de recherche permanente. Qui évolue vite. Qui évolue très très vite. Et il faut effectivement savoir s'adapter en permanence. Alors la mer est un milieu déjà où il faut s'adapter. C'est un milieu relativement hostile, on n'y va pas comme ça. Faut prévoir les instruments pour pouvoir y aller. Faut prévoir les moyens d'intervenir, avoir les compétences pour manier les instruments quand on veut piloter un Drix ou autre chose. Eh bien, ça ne s'improvise pas. Donc il y a de la mécanique, et l'électronique, il y a la connaissance du milieu lui-même. Donc effectivement, il y a beaucoup de compétences à acquérir et l'aspect formation est essentiel. Donc un petit rappel justement, je crois qu'il y a des étudiants aussi de chez vous qui sont là. Oui, tout à fait. Ils sont là, oui. Oui, ils sont bien là, oui. Donc j'ai préparé une petite présentation pour les futurs pilotes, peut-être les techniciens sur l'ULIX et les autres productions d'ECA Group, peut-être. Voilà, donc pour explorer les grands fonds marins, il faut des compétences particulières, pas uniquement pour les grands fonds marins. Là, je trouve que cette année a été particulièrement riche de ce point de vue-là, parce qu'on a parlé de découvertes d'épaves, notamment, dans des grands fonds. On a parlé de l'endurance qui a été découverte en Antarctique. Donc en Antarctique, il faut imaginer, on est déjà dans un milieu très hostile en surface. En plus, il y a une banquise qui bouge en permanence. Il faut donc positionner un bateau qui va être capable de descendre des instruments et d'identifier une épave par 3000 mètres de fond. Donc c'est une première. Donc, il y a, sur cet équipage qui a découvert l'Endurance, donc qui a coulé il y a maintenant en 1914 de mémoire. Donc l'Endurance est un bateau un peu mythique. C'était le bateau de Shackleton qui a donc fait des explorations en Antarctique. Et son bateau a été pris par les glaces. Il a été broyé par les glaces. Il a coulé. Je dirais que c'est
les personnes ont pu, l'équipage a pu débarquer du bateau et a finalement pu être entièrement sauvegardé. Par contre, on savait que le bateau avait coulé et il y avait une expédition qui a été montée pour essayer de les retrouver. Et donc, sur l'expédition qui a été trouvée, donc c'était vraiment une première, 107 ans après son naufrage, il y avait 7 personnes qu'on appelle un tecmérien, donc c'est une espèce un peu bizarre, une espèce marine un peu bizarre. Donc des personnes qui ont été formées à un tecmer, qui ont eu un long parcours sans doute après, mais qui avaient donc des compétences pour aller intervenir dans des grands fonds comme ça. Donc les compétences, c'est être capable de se positionner sur une banquise qui bouge, d'aller chercher un objet qui fait quelques dizaines de mètres à 3000 mètres de profondeur, de l'identifier, donc de construire des instruments qui sont capables d'observer et d'identifier une épave par 3000 mètres de fond. Donc c'est vraiment des compétences particulières. Donc il y a eu l'endurance, il y a eu également un autre navire qui a été découvert. Alors c'est encore un autre record à 7000 mètres de profondeur, donc l'épave la plus profonde au monde. Et là, il y avait 2 personnes d'un Tecmer qui ont participé à cette équipe et qui, entre autres, ont conçu un système permettant un sonar qui était capable de résister à des très grandes pressions et d'identifier des objets à ces profondeurs-là. Donc, c'est des compétences vraiment spécifiques. Alors, ce n'est pas les seules compétences qu'on forme à un Tecmer. Donc voilà, ça me donne l'occasion de parler d'un Tecmer qui se trouve juste à côté d'ici, à Cherbourg-en-Cotentin, à Collignon. C'est un institut qui a été créé il y a 40 ans. C'était un pari au départ. Et l'idée, c'était de former juste après le bac des personnes capables d'intervenir en milieu marin en sciences et techniques de la mer. D'où le nom Institut national des sciences et techniques de la mer. Donc ça existe depuis 40 ans, ça repose sur une vingtaine de personnes en propre, 100 personnes qui interviennent pour les formations. Et c'est une formation post-bac qui est unique en France, voire même en Europe, dans ce domaine-là. Après, ils vont continuer leur cursus dans d'autres domaines. Il y a 3 filières essentiellement. Donc ceux qui sont allés dans les grands fonds, c'est plutôt la filière qu'on appelle océanographe prospector, qui vont être capables de piloter des drones. Mais on a parlé beaucoup d'environnement marin, de surveillance de l'environnement, de recherche. Ces filières sont également représentées, avec notamment ceux qui s'intéressent à l'environnement marin, et également à la production et à la valorisation des ressources marines. On a parlé ce matin d'aquaculture, d'algoculture. Eh bien, ça fait partie aussi des profils de personnes qu'on cherche à former dans ces domaines-là. Donc voilà un autre exemple, un autre parcours. On a parlé aussi de Tara. Rémi Laxener est un chef scientifique qui a navigué à bord de la goélette Tara. Parmi son parcours, il a fait beaucoup d'autres choses après, mais il a également connu l'Institut des sciences et techniques de la mer qui ont pu l'amener à terme à travailler sur la goélette Tara. Donc c'est vraiment des compétences qui sont essentielles à former, qui ne font pas partie des cursus habituels. Quand on parle d'océanographie, l'océanographie, ce n'est pas un domaine de compétences qu'on retrouve facilement, l'environnement non plus. Ces compétences s'appuient vraiment sur des compétences pluridisciplinaires. Donc les thématiques des enseignants-chercheurs de l'équipe sont illustrées très rapidement ici. On retrouve l'écologie, l'aquaculture, la sédimentologie, la dispersion marine, la modélisation, les énergies marines renouvelables, qui représentent un enjeu très important pour le futur. Donc c'est les sciences globalement de l'environnement qui sont enseignées à ces étudiants qui ensuite vont avoir des parcours très variés, mais qui sont vraiment essentiels pour appréhender l'environnement marin dans sa globalité. Voilà, donc c'est juste quelques mots pour parler de l'aspect c'est humain important, on et est à Cherbourg. Et ces étudiants, on va les retrouver dans les laboratoires d'Ifremer, peut-être dans le prochain centre de recherche de Naval Group, peut-être, il y aura peut-être des compétences aussi à y chercher. Monsieur Levé, merci beaucoup Daniel. Monsieur Levé, pour faire votre stratégie, vous qui étiez candide, comme vous l'avez dit, par rapport au monde marin, on voit que c'est très complexe. On commence comment un rapport comme le vôtre? Parce qu'on voit que on commence à 200 mètres et puis on peut descendre jusqu'à 11 000 mètres. Et puis la France aussi a un patrimoine dans ces zones-là importantes. Et puis aussi un savoir-faire. Oui, en piscine, je ne descends pas au-delà de 5,50 mètres. Quand on m'a confié cette mission, d'abord, il faut lire et il faut rencontrer le plus d'experts, de chercheurs, de responsables associatifs, d'ONG, d'élus locaux aussi qui ont des stratégies locales. Et donc, en 2-3 semaines, j'ai pu comme ça rencontrer un peu plus de 150 personnes qui m'ont reçu très aisément. Ça devait se demander ce que je venais faire dans ces questions maritimes. Et puis très vite, je me suis rendu compte que, d'abord sur le plan gouvernemental, en fait, il y a 7 ministères concernés par les questions de l'océan et des grands fonds marins. Donc déjà, il faut les identifier. Il faut identifier les collègues qui sont dans ces ministères, qui sont tous des gens, des femmes, des hommes de grande qualité. Il faut commencer à les faire travailler ensemble. Et puis il y a le secteur de la recherche, de l'industrie, etc.
Et donc j'ai démarré d'abord avec un petit groupe de travail pour réunir les 7 ministères, pour essayer de voir les points de consensus qu'on pouvait sortir entre nous, et puis tout ce qui était recherche, industrie, associatif. Et puis au bout de 3-4 réunions, au bout d'un mois, j'ai vu que les convergences étaient assez fortes entre chaque groupe et entre les deux groupes. Et donc j'ai réuni ces deux groupes, 35 personnes. En février 2020, le Covid commence. Voilà. Bon, on a tous intégré ça comme tout le monde. Une réunion de 60 minutes par semaine avec des travaux entre-temps. On fait le bilan sur les notes. 6 mois de ce travail intensif. Mon job, en fait, c'était à travers ce rapport, non pas de faire un rapport de plus, ça n'a aucun intérêt, mais de faire en sorte que ce rapport soit un outil qui permette de créer une dynamique collective, comme je l'évoquais tout à l'heure. Sans dynamique collective, on ne peut rien faire. Et on le sait tous très bien. Et donc ce rapport a été remis au Premier ministre, au secrétaire général de la mer, donc au cours de l'été 2020, donc 6 mois plus tard, hein, on a quand même été assez vite. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont travaillé avec moi et que je cite évidemment dans ce rapport. Ce qui est intéressant dans ce rapport, qui a été classé confidentiel, c'est très français ça, il y a en gros 200 pages, mais sur les 200 pages, j'insiste beaucoup sur les 30 annexes qui représentent la moitié du rapport et qui sont autant de contributions écrites au cours des débats que nous avons réalisés ensemble, et souvent collectivement. Et là, toute une série d'experts du monde de la recherche, du CNRS, de l'IFREMER, du cluster maritime, et j'en oublie, ils voudront bien m'excuser, ont réappris à travailler ensemble, m'ont-ils dit, sur ces questions d'expertise, encore une fois. Moi, je leur ai strictement rien appris. Et puis ensuite, on a eu 2-3 réunions interministérielles. Le Premier ministre a considéré que le rapport était bon. Il se situait dans les perspectives, dans les orientations que le président de la République avait lancées en décembre 2019, en disant l'exploration des océans est fondamentale. Nous avons besoin de produire de la connaissance. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle un comité interministériel de la mer, qui a lieu chaque année, qui réunit tous les ministères, qui a eu lieu en janvier 2021. Et comme tout le monde a considéré que ce rapport produisait une vraie stratégie des priorités des projets, on a demandé à son auteur, donc ça m'est retombé aussi dessus, et donc avec un grand plaisir, de mettre en œuvre ce travail, parce qu'il en faut un. Et donc tout au long de l'année 2021, eh bien, nous avons ensemble essayé de mettre en œuvre les 3-4 priorités, les 5-6 projets, pas plus. Et comme ce rapport est confidentiel, Matignon m'a tout de même proposé sur ma suggestion de faire un rapport de synthèse qui peut être diffusé, donc vous pouvez le trouver sur le site du secrétariat général de la mer depuis janvier 2021. Voilà, c'est une synthèse de 50 pages, mais je crois qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent aussi intéresser les étudiantes et les étudiants qui sont là. Après, la question, c'est, quand au niveau de la haute administration, le job avance en termes de processus de travail, de processus de décision, il faut aussi qu'au niveau des cabinets des ministres, le job avance. Le président oriente, le Premier ministre met en œuvre, et les cabinets font le job. S'il y a une instance qui ne fait pas le job, là commencent les difficultés. Donc l'année 2021 a été une année particulièrement difficile, mais ça fait partie du boulot. Et puis le président de la République a présenté France 2030, je crois en octobre de l'année dernière, en gros pour aller à l'essentiel, booster davantage l'industrie française, puisque nous nous sommes quand même largement désindustrialisés au cours de ces 40 dernières années, au contraire d'autres grands pays, puisqu'on est tombé dans les idées reçues de la société post-industrielle dans les années 80. Autrement dit, l'industrie, c'est plus pour nous, l'avenir est dans les services. Dans les années 90, c'était les idées reçues d'Internet et de la finance, qui allait devenir l'horizon indépassable de la richesse des nations. Et puis dans les années 2000, il y a eu une troisième mode absolument d'une bêtise sans nom. Comme disait Einstein, quand une étudiante lui demandait « Monsieur le professeur, qu'est-ce qui peut illustrer l'infini ?» Alors Einstein a réfléchi, c'était à New York, il s'est dit « Ah, il y a 2 choses. Il y a l'univers et la nature humaine. Le problème, c'est que pour l'univers, j'en suis pas totalement sûr. » Eh bien, cette question qu'elle évoque est vraiment importante parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bien finalement, tout ce travail collectif qui a été fait, qui est maintenant mis en œuvre, eh bien, nous avons, à partir de ce travail, pris aussi toute une série de contacts avec nos partenaires, parce qu'il y a toute la dimension internationale. On ne peut pas avancer seul. Donc il y a des pays comme l'Allemagne, comme la Norvège, qui ont des zones économiques importantes. L'Allemagne a toute une partie industrielle aval. La Norvège a une vraie stratégie dans l'exploration et l'exploitation de ces grands fonds marins, puisque la Norvège a révisé son code minier en un peu moins d'1 an. Elle s'est dit, OK, l'avenir, c'est tout ce qui viendra de la mer, le cobalt, le fer, le manganèse, tout ce dont on a besoin pour faire des smartphones, des moteurs électriques, des éoliennes, du bâtiment, etc.
Et donc, pour passer du pétrole aux ressources minérales marines, eh bien, on va mettre le paquet. La Norvège a défini toute une stratégie donc, pour les 20-30 prochaines années. Vous avez l'Allemagne aussi qui est intéressée. Puis vous avez des pays comme la Pologne, le Portugal, qui ont aussi des zones économiques importantes avec lesquelles nous travaillons. D'ailleurs, l'Ifremer est présent aux Açores et un partenariat avec le Portugal. Et puis nous avons aussi la zone Pacifique, où face à la puissance de la Chine très hégémonique, bien des pays comme la Corée, comme le Japon souhaitent travailler avec nous. On a d'ailleurs un observatoire en matière d'exploration en Nouvelle-Calédonie avec le Japon, dans lequel l'Ifremer est présent. Et puis l'Inde aussi, qui se rend compte que l'océan en face d'elle porte son nom, et l'Inde commence aussi à avoir une stratégie marine dans ce domaine. Donc nous avons des partenaires, si j'ose dire, naturels, avec lesquels nous partageons un certain nombre de valeurs, et donc c'est avec eux qu'il faut travailler maintenant, si on ne veut pas se retrouver seul. Voilà. Et on peut avancer sur ces valeurs pour articuler enjeux éthiques, impacts environnementaux, rentabilité pour tout le monde et acceptabilité sociale, que si on y travaille ensemble. Juste un mot sur l'enjeu éthique dont on ne parle jamais. Je pense que c'est le plus important. Parce que lorsqu'on a l'enjeu éthique en tête, ça veut dire qu'on cherche, on est sur le comment vivre, y compris pour les générations qui vont venir. Et si on intègre cet enjeu éthique, ce qui n'est pas le cas de tous les États, loin s'en faut, petits ou grands, eh bien à ce moment-là, on prend en compte l'enjeu environnemental. Et si on prend l'enjeu environnemental, eh bien on prend en jeu la question du multilatéralisme, c'est-à-dire comment travailler ensemble dans une logique de gouvernance globale, mondiale, pour à la fois protéger nos océans et faire en sorte qu'ils contribuent au développement humain. Merci beaucoup. Mais justement, ça amène une question pour Pierre-Marie. L'exploitation, pourquoi pas, on va dire, encore que. Toi, au niveau de la biodiversité, qu'est-ce qui te ferait le plus peur, je dirais, de voir arriver de l'exploitation dans des zones que toi, tu connais qu'il y a une biodiversité, d'ailleurs, où tu ne connais pas encore tout, d'ailleurs, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a énormément de choses encore à découvrir. Venir là un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quelles pourraient être les conséquences? Alors, pour le moment, il y a un consensus clair au niveau des scientifiques mondiaux, c'est on n'a pas suffisamment d'informations pour vraiment évaluer ces impacts. Par contre, actuellement, même si la réglementation en haute mer, donc dans la zone, n'est pas tout à fait prête, alors théoriquement ça devrait arriver bientôt, moi, la partie qui me ferait le plus peur à la limite, c'est l'exploitation, un début d'exploitation dans des ZEE qui justement sont moins regardantes sur ce code de l'environnement. On a parlé de la Norvège qui a donc ZEE, réagi. Zone économique exclusive. Pardon, donc, oui, non, mais j'ai juste, c'est bien de rappeler. Oui, c'est des zones importantes, mais qui dépendent d'un seul pays, et donc c'est là aussi que ça devient un problème, quoi, éventuellement. On sait très bien que les Japonais ont commencé des pilotes d'exploration dans leur zone, les Coréens également. Le premier projet d'exploitation piloté par des industriels aurait dû commencer en 2017 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, à la limite, on s'aperçoit que la haute mer est sous le regard de tous les États, de toutes les ONG, de tous les scientifiques qui collaborent d'ailleurs pour travailler sur cette zone-là. Mais par contre, on a beaucoup moins de visibilité sur les ZEE, sur les zones économiques exclusives. Oui, justement, là, dès qu'on sort un petit peu, qu'on va dans les zones internationales, la France est donc leader, je dirais, assez bien placée pour l'exploration. Et Guillaume Thiebaud, va falloir protéger aussi ces régions-là. Et ça devient un petit peu de votre job, là. Absolument. Donc Naval Group est particulièrement engagé dans la préservation des milieux maritimes. Alors, je tiens d'ailleurs à préciser que le Nautil, dont on a parlé plusieurs fois, a été conçu et fabriqué par Naval Group il y a maintenant de nombreuses années. Et donc c'est un formidable outil d'exploration et de préservation des océans. De la même manière, donc Naval Group, dans ses implantations, il y en a une grosse dizaine en France, et naturellement au bord des mers, de par les métiers que nous réalisons. Donc pour ça, nous avons à la fois une contrainte, une volonté d'investir dans la préservation des océans, à la fois dans notre outil de production, notre manière de réaliser nos bateaux et notre production. Et en ce sens, par exemple, le site de Cherbourg est exemplaire. On peut penser au cycle de vie des produits qui a été abordé à plusieurs reprises depuis hier. À ce titre-là, le site de Cherbourg fabrique les sous-marins, mais aussi les déconstruit. Merci. Donc les déconstruit, et cette déconstruction, elle se veut exemplaire. Elle se fait en valorisant les matériaux de cette déconstruction. Elle se fait
sans aucun rejet dans le milieu naturel. Et donc voilà, on voit vraiment que de cette manière-là, nous arrivons à boucler la boucle. Alors c'est aussi vrai dans les produits que nous fabriquons. Évidemment, un sous-marin ne doit pas laisser de traces derrière lui, déjà tout simplement pour des raisons évidentes de discrétion. Si on ne veut pas pouvoir le repérer, il faut évidemment qu'il ne laisse pas de traces. Donc ça fait partie typiquement des enjeux. Et donc on a naturellement en fait, des produits et une volonté commune de tous les collaborateurs du groupe d'œuvrer au quotidien dans la préservation des océans. Merci Guillaume. Justement, ça m'amène à une question justement pour monsieur de ECA Group. Alain, vous qui construisez des drones, je crois que vous travaillez aussi en collaboration avec Naval Group. On voit qu'il faut quand même un certain temps, un travail d'équipe extrêmement complexe entre justement la réflexion des scientifiques et arriver à l'aboutissement d'un drone. Et tout ça, ça nécessite aussi d'aller un peu vite quand même parce que la science avance vite. C'est beaucoup de contraintes. Est-ce que vous pensez aller plus loin que 6000 mètres bientôt avec des drones sous-marins? C'était la question de la table ronde. Alors effectivement, on pourrait aller... Enfin, l'angle de vue que je vais prendre, c'est effectivement la vue d'un industriel. Hein. Technologiquement, effectivement, et ça a déjà été fait il y a quelques dizaines d'années, en fait, et on l'a dit effectivement en introduction, il y a plusieurs missions, même si elles ne sont pas très nombreuses, qui ont été jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Donc technologiquement, on est capable d'y aller, mais c'est effectivement à quel prix?